Est-ce que vous croyez qu'il peut exister une critique qui soit juste, par exemple? Même personnel, et les critiques, justement, moi je comprends très bien ça, sont toujours personnelles en général. Je veux dire, quand ils pensent du mal de quelque chose, ils cherchent à faire du mal à la... Parce que quand on est critique, c'est un mouvement d'humeur, comme ça, le lendemain c'est passé, on pense Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast d'Hétérotopie. Je suis aujourd'hui accompagné une nouvelle fois de nos chers rédacteurs, à savoir Nicolas Garcia, bonjour. Bonjour. Anthony Morera. Bonjour. Et César Bernard. On va parler aujourd'hui du dernier film de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, sorti le 14 février dernier. On y retrouvera dans le casting Daniel Day-Lewis, actuellement en course d'ailleurs pour son 4e Oscar du meilleur acteur. Vicky Krieps également, Leslie Manville, et tout en soulignant d'ailleurs que la BO a été faite par Johnny Greenwood, très très belle BO. On va commencer par un avis général de nos rédacteurs sur le film. Alors on va commencer, Nicolas Garcia, qu'est-ce que tu en as pensé ? Personnellement, j'ai trouvé que c'était un film extraordinaire. C'est le plus beau film que j'ai vu depuis 2 ans, même depuis Inherent Vice, allez. De toute manière, à part The Neon Demon, j'avais pas eu une telle claque. Donc évidemment tout à fait différent de Neon Demon. Par rapport à Inherent Vice, de grosses différences que je pointerai peut-être tout à l'heure aussi. La BO est absolument splendide, j'imagine qu'on y reviendra. L'image de Paul Thomas Anderson est très surprenante. Ça change vraiment de son image habituelle. Les colorimétries à l'intérieur de mêmes séquences sont aussi variées que la couleur des robes. Enfin, c'est vraiment un film qui joue beaucoup avec ça. Certaines séquences formellement sont complètement folles. Je pense à une séquence pendant le jour de l'an où le personnage de Daniel Day-Lewis va traverser le chaos pour aller retrouver sa femme. Vraiment un film que j'ai trouvé particulièrement bouleversant et j'espère qu'on aura le temps de lui faire honneur aujourd'hui. Eh bien merci, et Anthony Morera. Moi je vais être un tout petit peu moins élogieux que Nicolas, même si je trouve que c'est un film très intéressant. Alors c'est vrai que il y a quand même une idée de continuité et de rupture avec ce film-là. Il s'inscrit, disons, dans les 3 derniers films qu'il a réalisés, donc There Will Be Blood, The Master et Inherent Vice, qui faisait un peu une sorte de trilogie de l'Amérique et qu'on voyait qu'il avait pris un espèce de tournant plus radical, où c'était vraiment devenu un cinéaste de l'espace, du territoire, et qui avait un certain type de personnages qui revenaient assez régulièrement et qui ont été interprétés sur les 4 derniers films par donc Daniel Day-Lewis et Joaquin Phoenix. Donc je pense que ce film se raccroche aux 3 précédents par justement cette figure du personnage de Reynolds Whitcock, qui est le personnage principal, qui est brillamment interprété toujours chez Daniel Day-Lewis, qui est un très très grand acteur. Ce type du personnage un personnage qui est un personnage de marginal qui fonctionne dans un monde un peu clos et qui aurait en gros quelque chose qui serait fixé dans son passé. Donc là on comprend, c'est quelque chose qu'on a développé lors du podcast, qu'il est hanté par sa mère et par une figure de fantôme comme ça qui traverse en filigrane tout le film. Et en même temps, voilà, donc l'idée de rupture, c'est que je pense que c'est la première fois que Paul Thomas Anderson filme aussi directement le couple et les rapports de force qui existent à l'intérieur d'un couple, et qui va s'amuser à ausculter et à un peu détraquer au cours d'une structure que je trouve assez admirable, faite de boucles, de symétrie et avec une libération finale. Et voilà, rien que pour cette espèce de précision et d'acuité sur ce discours qu'il a sur l'amour et sur le couple, je trouve ça vraiment très beau. Eh ben merci beaucoup, et César, quant à toi? Moi, je redescendrai un petit peu mes 2 camarades. J'ai beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il y a des choses vraiment passionnantes, notamment dans le rapport qu'entretient l'image, le récit avec la musique,
c'est d'ailleurs assez intéressant puisque la musique est omniprésente. Et là où ça pourrait poser problème pour certains films, ici, c'est vraiment, c'est hyper maîtrisé, c'est hyper intéressante. À chaque fois, c'est comme si la musique était vraiment expressionniste dans le sens où elle exprimait quelque chose du rapport de ces deux personnages à chaque fois quand ils sont en crise ou finalement la musique baroque très entraînante s'arrête pour quelques instants et puis repart. C'est toujours ce rapport-là de la pause, de quelque chose qui tourne en boucle et puis qui va finir par repartir, par nous laisser entraîner à nouveau. Et d'un autre côté, à la fois, je crois que ce film, il me pose un petit peu problème, même si je trouve que c'est quand même un très bon film, en ce sens que, voilà, on a beaucoup parlé de Paul Thomas Anderson comme un cinéaste qui était vraiment, qui maîtrisait tout et peut-être un petit peu tout. Je pense que c'est pas totalement vrai par rapport à Inherent Vice ou The Master que j'avais beaucoup aimé. Et là, je trouve que c'est presque le comble et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va échapper à la vision du cinéaste, que tout ce que le cinéaste a mis dans son image, elle va être retranscrit, elle va tout de suite être absorbée par le spectateur. Et j'ai l'impression qu'il laisse pas de liberté. C'est-à-dire que évidemment les rapports, par exemple, on va en parler, à la nourriture, et au tissu, enfin plein de choses comme ça, et même à la musique, ce sont des choses très marquées qui sont évidemment énigmatique, mais je trouve que c'est trop marqué et il n'y a pas assez d'éléments qui pourraient permettre le spectateur de partir un petit peu dans d'autres directions, une autre direction de celle que le cinéaste aurait voulu. Et on aura l'occasion de revenir sur chacun de ces points-là dans la suite du podcast. On va d'ailleurs se rapprocher du film maintenant en prenant un petit peu point par point les événements, en découpant le film en quelque sorte. Et on va commencer justement par le début du film avec cette sensation de routine et un peu plus tard l'arrivée d'Alma. Alors est-ce que vous pouvez me parler de ça ? Alors, oui, par rapport à l'arrivée d'Alma, par rapport au démarrage du film, je considère que il nous installe impeccablement dans la routine qui doit servir de base à l'ensemble de la fiction. J'aimerais revenir très précisément sur une séquence. C'est la séquence en voiture qui se déroule en 3 parties. La caméra est d'abord posée sur le coffre de la voiture avec un certain mouvement, puis on la voit de nuit à l'intérieur de la voiture, puis on voit Daniel Day-Lewis de face en train de conduire. Ce triple mouvement est montré comme si la vitesse de l'image était accélérée, alors que je pense pas, j'ai pas repéré quelque chose qui transcendait un plan à une échelle de 1 au niveau de la vitesse de filmage, mais en tout cas, oui, il y a un véritable appétit d'aller à la campagne. D'ailleurs, il s'en lèche les babines au moment où sa sœur lui propose de cette virée à la campagne, comme s'il avait déjà l'intuition de la rencontre, de sa future rencontre avec Alma dans un restaurant. Par rapport à cette arrivée dans le restaurant, la nourriture qu'il demande, c'est vraiment effectivement une certaine littéralité sur ces séquences-là. Je suis assez d'accord avec toi, César, pourrait lui être reproché. Moi, personnellement, ça me fait rien du tout, que rien ne dépasse un film, mais c'est vrai qu'il y a une littéralité pure dans ces séquences-là, dans les séquences de couple. Par contre, il y a certaines séquences, et c'est la séquence qui adviendra peu après, toujours dans la campagne anglaise, qui m'a fait un peu tilter. C'est cette recherche de Paul Thomas Anderson. En fait, je vous décris la séquence rapidement. Ils sont en train de marcher sur une colline près de l'eau, près de la plage. Et j'ai trouvé ça étonnant, cette manière d'aller rechercher la plage californienne chez Paul Thomas Anderson. Et j'en parlais à un camarade qui a fait exactement le même rapprochement que moi à ce moment-là. Et c'est vrai que je trouve ça assez étonnant. Et César. À la fois, justement, peut-être on va peut-être s'écarter un peu du plan qu'on
qu'on avait décidé, mais je trouve justement dommage parce que vous avez vu certainement la plage californienne, mais ce plan il dure quoi? Il dure 30 secondes et moi justement j'aurais aimé, bon évidemment c'est peut-être un peu sortir de la thématique du film, mais qu'on ressente un petit peu plus cet appétit de la campagne et qu'on voit des plans de la campagne. Alors, à chaque fois qu'on est à la campagne, même parfois on s'en rend à peine compte, on est on est dans la cuisine de leur maison de campagne, mais il y a très peu de plans de nature. Et quand il y a des plans de nature de la campagne, c'est soit des plans qui durent pas longtemps, ou c'est soit on l'entrevoit par la fenêtre. Et du coup, c'est ça aussi, c'est que j'ai l'impression il y a pas d'ouverture. Enfin, Mais je suis d'autant plus d'accord avec toi qu'on en parlait avec Anthony l'autre jour. On a l'impression que Paul Thomas filme seulement les ruptures d'un couple en permanence et il va jamais se lâcher à filmer autre chose. Alors, effectivement, je comprends une frustration, mais je pense que cette frustration, elle est nécessaire au déroulement du film, et je pense que justement, c'est la frustration de Reynolds qu'on perçoit directement. Anthony? Moi, Nicolas, tu parles vraiment qu'en fait, cette rencontre elle est déterminante. Je pense que en fait, tout le début du film, Reynolds nous est montré comme un personnage qui est obsédé par l'ordre. On voit par exemple sa séquence de réveil où il se prépare, qui est montée un peu comme si c'était comme une espèce de répétition, enfin une espèce de rituel où il se rase, où il se coiffe, etc. Donc un personnage qui a comme ça une métrique de vie très précise. Et on a l'impression qu'en fait, cette espèce d'ordre qui est aussi incarné par le milieu de la mode, par la rigueur qu'il a dans son travail, on voit les ouvrières qui rentrent dans son atelier, enfin, on sent que c'est un geste qui est répété maintes fois et maintes fois. Et en même temps, quand il arrive dans ce café au bord dans la campagne, on a Alma, on a l'impression qu'elle rentre comme un bulldozer dans le plan et qu'elle s'encastre contre une table et que déjà en fait elle vient bousculer un peu cette idée d'ordre, et on a l'impression que déjà à ce moment-là il est amusé et presque il y a presque peut-être une filiation un peu à faire entre l'appétit de la nourriture et l'appétit sexuel. Enfin il y a vraiment l'idée que cette femme elle est déjà peut-être ce dont il a besoin et ce qui va apporter en gros le chaos dans l'ordre. Et je pense que c'est vraiment l'idée qui jalonne un peu toutes les séquences du film. C'est comment ce que porte Alma de chaos en elle, qui vient c'est d'ailleurs Alma, enfin c'est l'âme en espagnol, donc l'idée qu'elle apporte l'âme à l'ordre, enfin au monde qui serait hiérarchique et normé de Reynolds. Et voilà, je trouve que cette première séquence, cette première séquence de rencontre, elle le dit assez bien, et elle est assez un côté un peu cocasse comme rencontre. Nicolas? Oui, d'autant plus que c'est vrai que c'est impressionnant. Pour le coup, toujours pour revenir sur la littéralité, mais ça me semble important parce que c'est un peu ce qui nous divise, c'est que en un plan, il arrive à créer la dialectique, c'est-à-dire le chaos qui arrive dans la vie de quelqu'un qui est l'ordre en fait. Sans faire du jugement de valeur concrètement. Et en dehors de ça, à ce moment-là précis, je parle bien de ce moment-là, et jusqu'au moment de l'arrivée de sa sœur, ensuite c'est quelque chose de l'ordre de la balade, du fantasme. Il n'y a plus rien d'ordonné ensuite, quand il vient la chercher le soir, quand ils font cette balade, quand il va l'amener chez elle, chez lui, excusez-moi, pour s'habiller. La sœur va arriver ensuite, ça va faire un effet comique, et elle va intégrer le monde de Reynolds. Reynolds reprend l'avantage à ce moment-là. Mais je trouve que le reste du film va être effectivement, comme tu dis, très structuré, il va s'intéresser au point de rupture parce que la boucle est très dense et très dure à débugger. Mais en tout cas, je considère que cette première séquence laisse quand même un peu d'espace. En tout cas, celle-ci. Ouais. César? Oui, bon après c'est pas, enfin c'est plus complexe, hein. Je suis pas en train de dire voilà que je renie complètement ce cinéma-là, parce que je pense que justement par cette complète maîtrise, il y a une vraie tension qui se crée par rapport au spectateur. Enfin, je crois qu'il y a vraiment quelque chose et qui le clôture, et je pense que c'est un peu l'effet qu'il a envie. Mais d'une autre manière, je trouve quand même que le film il est assez fort pour justement à chaque fois un peu déjouer les attentes du spectateur, notamment par rapport
au personnage de Cyril, sa sœur. Enfin, par exemple, quand on voit la figure de cette sœur, enfin, moi j'ai tout de suite pensé à Rebecca de Hitchcock et tout, avec cette vieille femme comme ça qui est tout le temps très proche d'elle, et on se dit qu'elle va complètement happer Alma. Et puis non, enfin je sais pas, je crois que ça doit être vers le milieu du film, une espèce de confiance, de solidarité féminine qui se crée, et puis après ça change. Enfin, et du coup il réussit, même s'il s'intéresse au couple, il réussit parfois à créer une relation triangulaire qui marche plutôt bien, et c'est à chaque fois c'est par des essais de relations, on sait pas, ça marche plus, la boucle elle fonctionne plus trop, et puis du coup on recommence, et de ce point de vue-là ça marche plutôt. Et juste pour revenir au mot littéralité, je pense pas que ce soit le mot littéral en fait, c'est juste le mot c'est juste l'idée que certaines choses sont Trop visible, trop visible, premier oui, degré. Qu'il n'y a, c'est ce que j'entendais, oui. qu'il n'y a que ça à voir, parce que littéral, ça voudrait dire que, par exemple, la bouffe, enfin la nourriture, elle ne veut dire qu'une chose. Alors, je pense qu'elle peut dire plusieurs choses, mais c'est qu'il y a peu de choses à voir. Ouais, c'est plus ça. Mais c'est intéressant le parallèle que tu fais avec Rebecca, parce qu'il y a aussi la dimension en fait, satirique d'un espèce de milieu comme ça bourgeois, et qui au final enfin c'est la première fois que, enfin en tout cas dans ses derniers films, que Paul Thomas s'intéresse à cette espèce de microcosme comme ça, où en fait on se rend compte que tout le monde est un peu guindé, et il y a quelque chose qui est très fort en fait quand il ramène quand Reynolds ramène Alma chez elle la première nuit de leur rencontre, on voit que il a envie de lui mettre une robe, et en gros il prend ses mesures, et en fait c'est l'idée que pour intégrer dans l'ordre cette espèce de pile électrique qu'est Alma, il faudrait en fait la réduire à une succession de points, donc à des points comme ça géométriques, donc à une pure logique mathématique, pour qu'elle puisse s'intégrer. Et on se rend compte qu'en fait en fait j'ai eu peur à ce moment-là qu'en fait le film raconte de façon un peu basique la relation d'un artiste et de sa muse, et au final on se rend compte que le film déjoue, et c'est ce que disait Nicolas, le film n'est qu'une suite enfin on déjoue à chaque fois des mauvaises idées, on désamorce des mauvaises idées, et on sent qu'au final il y a cette idée qu'en fait Alma ce qu'elle fait, c'est comme la très belle scène où il y a Reynolds qui tombe sur la robe, le corsage s'ouvre, enfin le corsage est ouvert, donc comme si en fait le film ne demandait qu'à, malgré sa forme comme ça très très rigide, très maîtrisée comme tu dis, il y a une envie d'ouvrir le corsage, d'ouvrir qu'il y ait un appel d'air. Et on ouvre le corsage, mais ensuite on le remet, enfin oui. Il ne s'ouvrira, enfin oui, mais c'est intéressant ça, c'est que la maîtrise qui est à voir tant formellement qu'à l'intérieur du récit, et ben finalement elle ne dure que pendant une nuit, lorsque Reynolds est très malade à cause des champignons vénéneux infusés dans son thé. Et c'est vrai que c'est au moment où on ouvre le corsage, ou aussi il marche sur la robe, voilà, qui est immaculée, ouais. Et à partir du moment d'ailleurs quand il se remet le lendemain, on voit la robe qui est toute faite, et que l'ordre est rétabli, et ça y est, on peut recommencer. Oui, César, tu parlais de cette robe. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la demande en mariage que Reynolds fait à Alma, c'est un plan, il me semble que c'est un plan moyen, où en fait on voit donc la robe et eux sur un canapé. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a un travelling avant qui fait disparaître complètement la robe, qui est un peu l'espèce d'obsession. Enfin, on voit que c'est une commande importante, que la maison Whitcock est, enfin comment dire, son nom est en jeu, et que au final ce travelling en fait il dit que à partir du moment où il a été empoisonné,
c'est la question de l'amour qu'il a pour Alma qui passe devant son obsession pour les robes. Et en fait, ça dit en fait le mécanisme de libération qui se met en place et qui fait petit à petit en fait varier les boucles, parce que le film se base là-dessus sur des espèces de variations comme ça, et que c'est le moment où en fait on comprend que quelque chose a changé, quelque chose s'est modifié dans le rapport de force qu'il y a dans le couple. Si tu files la métaphore de Jean-Baptiste, c'était César, excusez-moi, de tout à l'heure, quelque chose qui a infusé. Ouais. C'est-à-dire que le poison n'a pas fait qu'infuser un poison au sens littéral du terme. Ouais. Il a infusé une idée aussi. Il a infusé l'idée que Alma serait toujours là pour le protéger, qui est encore plus forte que l'idée que sa régularité le protège. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il ne peut accepter quand il est à son état de forme, et du coup son état de forme est un état d'anxiété également. Mais malgré tout, je trouve ça assez plutôt intéressant. Juste pour finir sur la contamination, je considère que dans ce film, déjà rien que le fait que Alma vienne d'un autre monde, enfin Dans notre milieu social. d'un autre milieu social, oui, et puis même concrètement d'un autre monde que l'atelier en fait, parce que l'atelier est un monde à part entière qui fonctionne, qui a ses codes, qui est quelque chose de maîtrisé. D'ailleurs, on voit que rien ne fonctionne quand l'atelier est vidé. Cette fameuse scène du dîner qui est absolument incroyable et qui est peut-être le summum des performances d'acteurs, ça c'est une parenthèse. Mais à partir du moment où on a compris ce qui les différencie, on peut se dire mais pourquoi on ne ressent pas ce film comme une simple fable sociale, comme une simple histoire d'amour entre deux milieux qui ne peuvent se rencontrer? Tout simplement parce que pour le coup, Paul Thomas Anderson s'en sert comme un pur prétexte pour avoir une actrice avec un accent un peu particulier et pour avoir une actrice qui apporte le chaos en fait. Et d'ailleurs, si vraiment on n'avait pas le point de vue de Reynolds et on avait le point de vue de l'actrice dans le film, on pourrait dire que Reynolds est le chaos de Vicky et inversement, il n'y a pas tellement de ouais. Pour dire ce que, enfin pour filer le lien avec Rebecca qui avait lancé César, c'est vrai qu'en fait les deux personnages principaux dans Rebecca sont aussi deux personnages de deux milieux différents. Il y en a un qui est noble et l'autre qui est une roturière. Et on comprend dès le début, voilà, il me semble qu'elle accompagne une sorte de comtesse, enfin une femme riche, et que en fait c'est voilà une femme de condition modeste, et qu'elle va réussir par son mariage à intégrer voilà ce milieu. Et en fait c'est ce qui se passe aussi c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens à faire avec Rebecca pour le coup. Et on va enchaîner maintenant avec la deuxième partie du film. On a parlé de contamination tout à l'heure, justement. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de la contamination des espaces, de l'espace en tout cas de Reynolds par Alma, justement? Je pourrais parler de plusieurs plans. Je vais essayer d'en choisir un qui représente, en fait, pour moi, qui symbolise complètement le film. C'est-à-dire, à un moment, Reynolds est très malade, il s'est fait empoisonner, il vient de briser sa robe qui est faite pour la princesse de Belgique, une robe très importante, une robe de mariée d'ailleurs, qui doit partir en Belgique le lendemain et qui va obliger ses employés à travailler alors que lui est malade. Alors que Alma est en train de s'occuper de lui, il a une l'apparition de sa mère. Ce moment est censé être à lui, mais complètement. Là, pour le coup, on n'est même pas dans un moment à lui, prosaïquement parlant. On n'est même pas dans son petit-déj qui ne doit pas être interrompu. On n'est pas dans des choses comme ça. On est vraiment dans un moment de pur fantasme. Il est en train de voir le fantôme de sa mère. C'est quand même quelque chose de très intime. Et là, Alma rentre dans le plan. Et c'est pas des choses qu'on voit énormément au cinéma, de briser à ce point l'intimité d'un personnage par un autre personnage. Parce que là où il y avait une sorte d'ordre, donc sa mère qui est là en robe de mariée, la robe de mariée qu'il a lui-même fait, donc un véritable ordre du fantasme, donc c'est une hallucination, il est très malade, mais c'est quand même un rêve ordonné, on va dire. Alma rentre quand même dans ce moment. Et pour moi, la contamination, elle ne peut s'exprimer mieux qu'à ce moment-là. Évidemment, tout le film n'est qu'une contamination.
Je pourrais parler du plan de fin, ça va être un peu long, je vous laisse la joie de le faire si vous le souhaitez. Mais voilà, ce plan m'intéresse particulièrement. Et Anthony? Moi, c'est un des plans qui m'a beaucoup marqué, enfin en tout cas une séquence qui m'a beaucoup marqué, c'est la séquence du premier de l'an, où en fait il y a Alma qui part fêter le nouvel an, donc dans une espèce de salle des fêtes, donc qui est en gros toute la qui représente toute la hantise de Reynolds, enfin qui est un espace de pur chaos, de fête, etc. Et on voit que donc Alma s'en va et Reynolds reste chez lui. Et malgré tout, Reynolds part la chercher par un espèce de par la profondeur de champ, on voit qu'il est installé sur un balcon et qu'il la cherche du regard, mais en fait il ne la voit pas, il ne voit qu'une foule qui grouille, etc. Et à partir du moment où il la voit, il décide de descendre, de fendre la foule. On sait ce que ça représente pour un personnage aussi. Une foule qui est en train de se battre en plus. Voilà, c'est assez violent comme fait. Et on le voit fendre la foule. Voilà cette espèce d'incarnation de l'ordre qui rentre dans le chaos et qui, malgré tout, vient la tirer de là, vient lui prendre la main et la ramener vers lui. Donc on sent que voilà, c'est le moment où il décide de quitter cette espèce de cocon qui est chez lui, hein, et presque d'aller dans le monde en fait. Et on voit que ce qu'en fait fait Alma, c'est le tirer vers de son microcosme un peu qui l'enferme vers le monde. Et c'est pour moi c'est une des plus belles séquences du film. Oui, pour revenir sur l'idée que j'avais amorcée d'une infusion d'une nouvelle idée, je considère que la séquence de la demande en mariage est aussi une très forte démonstration de cette contamination. C'est-à-dire que il va dire une phrase très importante à ce moment-là, Reynolds, il va dire qu'une maison qui est figée est en train de mourir. Et il va faire une référence directe à cette phrase au moment où il veut se séparer d'Alma. En tout cas, au moment où il demande à Cyril, il faut que tu m'en débarrasses, il faut que j'arrive à m'en débarrasser parce qu'elle a apporté le chaos. Il le dit le mot pour la première fois et la seule fois du film. Elle a apporté le chaos dans ma maison. Il va dire très précisément, je sens que cette maison est en train de mourir et ça ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas cette odeur. Et en fait, cette idée-là, c'est que en même temps il a compris que c'est en train de mourir parce que son train-train a recommencé et que ça ne va pas du tout, donc c'est un appel à l'aide, mais il se dirige vers la mauvaise personne. Et l'acceptation finale, parce qu'on va enfin parler de cette séquence d'empoisonnement, l'acceptation finale, ce serait que enfin il a compris d'où pouvait venir l'aide par rapport à l'idée qui s'est ancrée en lui et dont il ne peut plus se débarrasser maintenant qu'il a goûté à autre chose que sa routine de vie habituelle. Et donc on parlait de contamination, qui dit contamination dit aussi guérison, cette dernière partie du film qui traite, on va dire, de la guérison de Reynolds. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage ? Oui, bien sûr, Reynolds, du coup, comme j'étais en train de le dire, va guérir à partir du moment où il comprend, en fait. C'est pas du tout une guérison concrète, c'est pas une guérison d'une maladie. Il va guérir à partir du moment où enfin il a compris où devait se retrouver sa nouvelle harmonie, c'est-à-dire où devait se placer chaque nouvel élément de sa nouvelle harmonie. C'est-à-dire, Cyril a une place bien précise, c'est sa sœur, elle est très importante, et puis elle le règle, et Alma a une autre place très précise, et l'acceptation de l'empoisonnement, c'est aussi ça, c'est le fait que il offre cette place à Alma. Il offre la place de la part de chaos dans sa vie qu'il est incapable pour l'instant, parce qu'il est en guérison. Le film ne montre pas la guérison totale, mais il est en voie de guérison grâce à Alma. Et la guérison, c'est en fait un équilibre entre l'harmonie et le chaos. Anthony ? On voit que cet état de régression qu'il atteint quand il est empoisonné, on l'avait déjà vu, c'est en fait c'est un état dans lequel il est à la fin de chaque défilé. Oui, et on se rend compte qu'en fait cet état, ça le fait régresser à un stade de petit garçon. On a le sentiment que Alma le dit en voix off que c'est dans ces moments-là qu'elle le préfère. Et qu'en fait on se rend compte que ce qui s'instaure en termes de relation,
c'est en fait une relation presque mère-fils, un peu ambiguë, vu que la séquence est hyper ambiguë, parce qu'à la fois c'est une guérison et en même temps ça passe par un empoisonnement. En plus, la scène, disons, finale, ce serait voilà, une mère qui prépare à manger à son fils et on voit qu'il y a presque un espèce de jeu où il la regarde avec un regard amusé qui théâtralise énormément le fait de couper et de manger, de mâcher, etc. Donc il y a vraiment l'idée que c'est un personnage qui a beaucoup de caprices, donc vraiment le montrer comme un enfant. Et c'est vrai que je suis assez d'accord sur cette idée qu'en fait la boucle de guérison en fait se lance à partir du moment où on comprend les enjeux qu'il y a derrière l'empoisonnement. Alors César, tu souhaitais revenir sur quelque chose ? Oui, non, mais juste préciser, je suis d'accord, mais je pense que c'est peut-être pas le mot contamination, parce que la contamination, c'est quelque chose qui se fait, sur plus ou moins à long terme, en fait, c'est quelque chose qui arrive, et moi j'ai l'impression que c'est plus des espèces d'événements qui arrivent vraiment fatalement, en fait, c'est à chaque fois, par exemple, quand à la fin d'un défilé, il se retrouve fatalement, comme dans une espèce d'immobilité dans son lit, dans un stade de fœtus un petit peu, voilà, et à chaque fois c'est des moments qui ne durent pas, et je pense que c'est peut-être important de préciser, je pourrais pas dire le mot aujourd'hui, mais que c'est vraiment juste des moments très courts en fait, et que c'est pas vraiment une contamination. Bon, c'est dommage, on voit pas mes gestes, mais ça se fait par un coup. voilà. Oui, Nicolas. Moi, justement, c'est un peu, pour moi, en tout cas, c'est la définition de la contamination. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. C'est un ensemble de facteurs, en fait. Justement, je te dis que c'est pas un ensemble de facteurs. C'est moins progressif dans l'approche. Ah non, mais pour moi, c'est pas du tout une fatalité. Je suis en total désaccord avec ça. Succession de rupture, en fait. C'est une succession, oui, c'est une succession rupture, mais sauf que c'est créé par un facteur. Un et unique facteur qui est l'arrivée d'Alma, parce que en fait la boucle que vous décriviez, c'est-à-dire le fait qu'il retombe au stade d'enfant, ça n'a aucune incidence sur sa routine, il n'y a aucune contamination qui se fait si Alma n'existe pas, si Alma n'a pas pris goût à cette régression. On voit que c'est quelque chose que lui-même en fait a intégré, c'est quelque chose qui est dans la continuité de son travail de couturier, que finalement c'est pas tant qu'il n'y a pas Alma qui vient mettre son grain de sel, au final c'est pas déterminant. Je pense qu'il le conscientise pas, en fait, c'est juste pour lui c'est normal, c'est quelqu'un qui a l'air de ne pas trop conscientiser quand il est dans ces états-là, et justement Alma, en l'empoisonnant à plusieurs reprises, j'ai l'impression qu'elle pointe du doigt et quelque part qu'elle lui fait comprendre qu'elle l'aime dans ces moments-là et tout, et qu'il comprend ça, et que du coup ça trouve un équilibre, qu'il apprend à l'aimer quelque part avec ces moments-là. Là pour le coup je suis vraiment en total désaccord, parce que disons que il sait qu'il va retomber. D'ailleurs, c'est un cycle qu'il connaît par cœur, c'est-à-dire c'est le stade régressif, la faim, la soif et le travail, l'anxiété, ça recommence. Comme il le dit dans le dernier dialogue, c'est je commence à avoir faim, donc l'idée que voilà, l'idée que la boucle recommence. Ce que j'appelle contamination, et j'espère que tu sais bien compris, c'est le fait que cette boucle change. Et qu'elle change à partir du moment où Alma arrive. C'est un homme qui a 50 ans, on sait qu'il vit la même boucle depuis qu'il est jeune, et concrètement, quand cette fille arrive, quand le chaos arrive, un équilibre se refait. Et je pense que le fait qu'elle l'empoisonne, c'est juste pour rétablir un équilibre tout à fait sain dans le couple. C'est-à-dire que Reynolds malmène Alma concrètement pendant ces moments-là. Alma a besoin de ces moments, et l'équilibre se refait au niveau d'un temps pur dans le couple. Et un dernier mot, Anthony ? Je suis assez d'accord pour dire qu'en fait, on a l'impression qu'il ne conscientise pas forcément, parce qu'en fait, c'est un pur personnage andersonien, c'est un personnage de pur refoulement. Quand on voit le nombre de choses, quand on pense à The Master, à Inherent Vice, en fait, tout ce que le passé en fait, des personnages est d'une telle lourdeur et d'une telle puissance que c'est des personnages qui ont ce besoin d'absolument tout refouler, des espèces de carapaces, qui ont besoin de se protéger du monde à tout prix. Et voilà, je trouvais l'idée intéressante.
On va donc s'arrêter là pour notre podcast sur le dernier film de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, sorti le 14 février dernier. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ainsi que sur notre site internet hétérotopie.net ou encore sur notre chaîne YouTube. Nos rédacteurs sont très en forme et publient régulièrement des critiques que vous pouvez consulter. Donc en tout cas, n'hésitez pas à même y laisser des commentaires pour savoir ce que vous en pensez. On vous remercie. C'était Nicolas, Anthony, César et moi-même Jean-Baptiste. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.